Voilà, bonsoir à tous. Merci de votre présence et de vous intéresser donc à la phytoépuration. Donc quelques mots en ce qui me concerne et puis la société aussi donc, que j'ai créée pour répondre à un besoin qui est survenu dans les années 2003. Donc la société s'appelle Fragmitech. À l'époque, en 2003, donc, est paru un arrêté fédéral qui interdit l'épandage des boues en agriculture. Donc, il a fallu trouver une solution pour éliminer ces boues. Plusieurs solutions étaient envisageables pour la déshydratation des boues, puisque ces boues sont à la base à l'état liquide pour être répandues. Et puis ensuite, on nous demandait on nous demande toujours du reste de les brûler. Donc pour pouvoir les brûler, il faut bien sûr les épaissir, donc les enlever l'eau qui est contenue dans ces boues. Donc j'ai regardé sur le marché qu'est-ce qui existait comme système pour déshydrater ces boues de façon à ce qu'elles soient incinérables. Et après recherche, donc moi j'ai proposé donc le système qu'on appelle le fragmicompostage. Donc je parlerai dans le troisième point. Et puis, de fil en aiguille, de visite en France, donc les communautés, enfin les communes, les autorités sont intéressées à cette solution de déshydratation des boues. Le problème qu'il y avait, c'est que personne en Suisse, en tout cas sur la Suisse romande, n'était à même de réaliser ce genre d'installation. Donc j'ai fait cette société puisque j'étais un peu dans la construction du génie civil. Donc je me suis fait aider avec une personne de Neuchâtel qui avait des liens en Allemagne, puisque l'origine du procédé remonte au milieu des années 60, qui a été élaboré en Allemagne pour l'épuration plus générale des eaux usées brutes et pas seulement pour le traitement des boues d'épuration. Alors je propose la soirée ainsi, enfin mon intervention, l'assainissement collectif, donc toujours bien sûr relié à la phytoépuration, l'assainissement individuel et puis le traitement des boues d'épuration. Alors quand on parle d'assainissement collectif, on parle bien sûr de traitement des eaux usées brutes, hein. Donc tout ce qui est produit dans un ménage quotidiennement. Pour ce genre d'installation, on prévoit en gros, généralement 3 équivalents habitants par mètre carré. Donc vous voyez que dès qu'on commence à parler de qualité relativement importante, on arrive tout de suite sur des dimensions qui ne sont pas négligeables. Donc ce type d'installation est quand même limité à plutôt l'aspect villageois, petite localité que grande ville. Donc ces types d'installations sont constitués de 2 bassins, de 2 étages de différents bassins. On expliquera après le fonctionnement de ces étages. Un premier étage généralement qui est constitué de 3 bassins horizontaux. Quand je dis horizontaux, c'est à écoulement. Non, je m'excuse, c'est plutôt vertical qu'il faut que j'aurais dû mettre. Et puis le deuxième étage, c'est 2 bassins, soit horizontal, soit vertical. Comme toute step en entrée, il y a d'abord un aiguilleur pour retenir tout ce qui est déchets, un dessableur pour retenir aussi tout ce qui est matière minérale. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle une chasse. Donc c'est tout simplement un réservoir où on stocke l'eau usée. Et puis ensuite, on la déverse sur le premier étage de l'installation. Et puis ensuite, il y a une deuxième chasse intermédiaire qui se trouve entre le premier et le deuxième étage, où là aussi, une fois que les eaux usées sont passées dans le premier étage des bassins, avant d'aller directement dans le deuxième, on les stocke aussi dans une chasse et ensuite on les déverse directement sur le deuxième étage de bassin. Et puis à la sortie, il y a un canal de mesure ou de prélèvement comme on a dans toute station d'épuration. Donc les lits
un lit à écoulement vertical se présente comme ceci. On a ici l'arrivée des eaux brutes, donc qui sont bien sûr après passées dans le dégrilleur. Et puis on déverse ces eaux sur des bassins, donc qui peuvent être constitués soit en déblai remblai, soit en béton, suivant la place qu'on a et puis les possibilités. Dans ce bassin se trouvent des drains et puis différentes couches de matériaux dans lesquelles l'eau va filtrer verticalement. Donc cette eau elle est amenée par des tuyaux à la surface du filtre sur lequel on a planté justement des roseaux. On expliquera tout à l'heure rapidement pourquoi des roseaux. L'eau percole, donc tout ce qui est matière organique est piégé en surface. Par contre, tout ce qui est eau, effluent, est récolté au fond par des drains et puis s'évacue dans la deuxième chasse. Alors, la chasse, elle peut être soit gravitaire, c'est-à-dire avec un système d'objets qui s'ouvre, qui se bascule et qui se vide automatiquement. Si on est sur du terrain plat, à ce moment-là, il faut imaginer avoir un système de pompe qui fait la même fonction, sauf que les effluents sont amenés par pompage. L'écoulement horizontal, on n'amène plus les eaux décantées, donc qui viennent du premier étage, à la verticale du filtre, mais on les insère dans le filtre à l'entrée. Et ensuite, on a un système d'écoulement horizontal, donc jusqu'à une sortie. Et là aussi, on a un deuxième traitement qui se fait pour les eaux usées. Donc voilà, sous forme de schéma, donc vous avez ici le dégrilleur, vous avez ici éventuellement un déversoir. Si vous avez un système de collecte des eaux usées qui n'est pas 100% en système séparatif, il peut qu'en cas d'orage, il y ait des déversements. Donc il peut y avoir un déversoir ici. Ensuite, on appelle la chasse, alors qui peut être à haut jet ou un poste de relèvement si vous avez des problèmes de dénivelé. 3 bassins. Donc le principe consiste à alimenter chaque bassin alternativement. Alors en de grandeur, c'est une semaine un bassin, une semaine un autre, et puis la semaine suivante. Ce qui fait que chaque bassin reste 2 semaines sans alimentation, ce qui permet de la matière de sécher et puis de se minéraliser entre autres. On verra ça plus tard. Donc ensuite, par les drains, les eaux sont récupérées dans la deuxième chasse intermédiaire et sont renvoyées sur 2 bassins par écoulement soit vertical, donc ici c'est un écoulement vertical, mais d'autres procédés utilisent des écoulements horizontaux. Et puis ensuite, suivant aussi là, s'il y a des problèmes de dénivelé, il y a un autre système de pompage et puis le canal de sortie. Bon, la variante, on n'en parlera pas ce soir. Donc voilà une installation qui a été réalisée dans les années 95-97 dans la région lyonnaise. Donc c'est une installation avec 3, je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 bassins, mais vous voyez que ça peut, c'est pas nécessairement un terrain horizontal qui peut être utilisé. On peut très bien faire ça dans des coteaux. On voit ici la sortie de l'effluent après le traitement. Voilà donc une installation avec un filtre à écoulement vertical. Donc vous voyez que les effluents sont amenés à la verticale. Il y a une petite plaque ici pour éviter que ça ravine les matériaux. Mais voilà, on voit très nettement ici les 1, les 2, les 3 bassins qui sont prêts. Là, on vient juste de planter les roseaux, on les voit à peine. Et puis l'écoulement vertical, oui, aussi là c'est à écoulement vertical, où du fait qu'on n'a pas de matière, puisqu'elle a été piégée dans les premiers bassins, on n'a plus que du liquide. Donc ici, le liquide est répandu par un système de drain de manière un peu plus
régulière sur toute la surface, alors que dans les autres bassins précédemment, vous avez vu, il n'y avait que 4 endroits pour répandre l'eau, enfin les effluents sur les filtres. Voilà dans les grandes lignes, en ce qui concerne l'assainissement collectif, donc c'est peut-être pas forcément celui qui vous intéresse ce soir. L'assainissement non collectif, alors là on parle peut-être plus dans le vif du sujet. Donc là on parle plus de 5 mètres carrés par équivalent habitant. Selon l'eau les eaux qui sont à traiter, hein, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir plusieurs types d'eau, donc les eaux usées brutes, donc c'est celle qui concerne toutes les eaux d'une habitation, y compris les toilettes. Et puis il peut y avoir des eaux grises, donc c'est tout ce qui est eau de buanderie, de cuisine, de salle de bain, mais sans les toilettes. Et puis là, suivant les eaux qui sont à traiter, on peut avoir un ou plusieurs bassins et puis des écoulements horizontaux ou verticaux. Alors je vais vous montrer quelques exemples de réalisations qu'on a fait ces deux dernières années. Donc tout d'abord à la Combe-Tabellon, donc qui se trouve près de Lovelier. C'est une ferme qui est au fond d'un vallon, où c'était bien sûr impossible d'aller raccorder l'écoulement des eaux usées à la station d'épuration. Donc ils ont fait appel à mes services pour qu'on leur mette en place un système de traitement des eaux usées, mais qui sont passés d'abord dans l'ancienne fosse à purin. Donc en fait on n'a plus que des jus à traiter avec cette installation. Une installation aussi à Moran, où là on a une habitation individuelle, et puis la personne a voulu mettre des toilettes sèches, mais il restait quand même ces eaux grises à traiter. Donc là on a fait, il a fait, puisqu'il a fait ça en autoconstruction, une petite installation pour traiter ces eaux. Une à Hauteville, donc dans Fribourg. Là, un chalet qui se trouve à 950 mètres d'altitude, dans un peu le même cas de figure. Là, on vient de mettre dernièrement en service une installation à Riez, donc dans l'Avaux. Un exemple particulier, enfin deux exemples qui sont particuliers. Donc d'abord une coopérative qui s'appelle Équilibre, qui se trouve à Honnay. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous en ont entendu parler. Vous verrez, c'est assez particulier comme installation. Et puis deux installations qu'on est en train de faire à Genève aussi, pour des jardins familiaux qui doivent être déplacés. Donc le bureau d'architecte qui nous a contactés voulait traiter les eaux du local qui servent pour les locataires des jardins familiaux pour traiter les eaux. Donc la Combe-Tabellon, donc vous voyez le style d'installation. Donc là c'est des installations à écoulement, un écoulement horizontal, c'est-à-dire qu'on a les eaux qui arrivent sur cette entrée ici, elles traversent le bassin et puis elles sont récupérées en sortie du bassin, puis après sont rejetées dans le ruisseau qui se trouve juste là derrière. Donc là c'est, je crois, dans les 35 équivalents habitants. Donc comme on traite que des eaux, on n'a pas de matière organique à traiter, on a pu diminuer le dimensionnement pour cette installation. Donc voilà, quand vous avez un écoulement vertical, à l'entrée et à la sortie du bassin, vous avez on appelle ça un gabion, vous avez du gravier, on verra après mieux sur d'autres photos, la constitution de ce gravier qu'on met autour du drain qui récolte les fluents et qui sort du bassin. Bien sûr, ces bassins sont entièrement rendus étanches avec une géomembrane. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est pas simplement des mouvements de terre qui sont faits pour créer le bassin, mais on a l'obligation de rendre ces bassins étanches. Donc pour ça, on fait appel à des entreprises spécialisées. Voilà Moran. Moran, donc là vous avez une habitation individuelle qui se trouve loin de tout réseau d'assainissement.
et puis je ne sais plus quel est le propriétaire, puis son frère, voilà, donc ils sont en train de construire leur installation. Alors eux, ils ont des toilettes sèches à l'intérieur, et par cette installation, on traite les eaux grises. Alors eux, ils ont aussi prévu à la sortie du bassin, avant de rejeter dans le ruisseau, de faire un étang. Moi, eux, ils appellent ça un étang d'agrément parce qu'ils veulent mettre des poissons puis des plantes aquatiques. Mais ça peut aussi on peut aussi l'appeler bassin de finition, où là, l'eau prend encore du temps pour finir son épuration si c'est encore nécessaire. Donc voilà, à l'entrée et à la sortie des bassins avec écoulement horizontal, on a 3 types de matériaux. À l'entrée et à la sortie, on a ce matériau qui est à la verticale des drains. On a une couche plus fine qui sépare ces 2 couches de chaque côté. Et ça, c'est la couche principale où là, les filtres ou les fluents percolent et dans laquelle on vient planter les roseaux. Voilà, Hauteville. Alors là, on voit bien les deux, l'entrée et la sortie des filtres. Rier, donc voilà, c'est un architecte qui a rénové la maison, l'a agrandi, et puis pour traiter ses eaux, donc il a conservé une ancienne fosse qui existait. Par contre, avant, les eaux étaient rejetées dans le terrain naturel. Il y avait des problèmes de colmatage ou autre, donc il a dit qu'il voulait utiliser maintenant un système avec roseau pour épurer les rejets après la fosse. Voilà la coopérative Équilibre. Alors là, 2 mots sur cette coopérative. Donc c'est un bureau d'architectes de Genève qui m'a contacté. Donc ils ont construit 3 immeubles de ce style. Donc celui-là, dont on traite les eaux. Donc celui-là est une construction entièrement en bois, donc ossature et dalles en bois. Et il n'y a que des toilettes sèches à l'intérieur de ce bâtiment. Donc je vous montrerai les composts qui sont à l'intérieur. Mais ça n'empêche qu'il restait à traiter les eaux grises. Donc là, on a fait un bassin qui se trouve sous la terrasse de la personne qui habite au rez-de-chaussée. Alors, quand ils m'ont proposé de faire le bassin ici, j'étais pas tout à fait enchanté. Je me demandais si on pouvait faire peut-être un autre partie, mais non. C'était là qu'ils voulaient, enfin c'était le seul endroit, semble-t-il, qui convenait pour faire ce genre d'installation. Donc voilà, les eaux de l'immeuble, qui comporte 12 appartements, donc arrivent à l'entrée du bassin, là, donc qui est en cours de construction, ressortent de ce côté-là. Ici, on a une chambre de contrôle, si on peut dire. Et ensuite, ça part dans les eaux claires, donc les eaux pluviales, qui vont directement au Rhône, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ensuite, avant de poser la géomembrane, on pose un géotextile pour protéger la géomembrane de tous les cailloux qui pourraient pincer la géomembrane, la perforer, et puis ainsi ne plus avoir d'isolation, d'étanchéité plutôt. Voilà, donc là ils sont en train de mettre le matériau de filtrant. On voit très bien ici donc le drain de récupération de l'effluent. Donc c'est des drains à fente, ce n'est pas des drains perforés. Et puis là, l'installation est terminée. Et puis on s'apprête à planter les roseaux. Là, on voit que la terrasse est en cours de montage. Puis là, c'est quelques mois après, j'imagine. On voit. Alors ici, pour éviter donc ces roseaux, évidemment que quand on les plante, ils ont 18 mois, donc ils font à peu près 50-60 cm. Et puis quand ils sont à l'âge adulte, au bout de 2 ans, eh ben, ils font 2,50 m. Donc là, il ne faut pas que le propriétaire ait des roseaux 2,50 m devant chez lui. On a mis des roseaux jusqu'à peu près au milieu
de l'installation. Puis ensuite, là, on a mis d'autres types de plantes, plutôt des iris, et puis je ne sais plus quel autre modèle de plantes on a fait, pour que ce soit un peu plus agrémenté qu'un champ de roseaux. Voilà, donc qui parle d'écoulement horizontal, évidemment que dans le filtre horizontal, quand vous amenez les fluents percolent, et puis ensuite le filtre se vide. Avec le lit horizontal, à la sortie du filtre, il y a un système de surverse, parce que le style de fonctionnement du filtre à écoulement horizontal, c'est que le filtre est en permanence saturé d'effluents. Et pour maintenir le niveau d'eau dans le filtre, eh bien, on a à la sortie du filtre un système de tuyaux flexibles avec une chaîne et un crochet qui permet de pouvoir régler le niveau de l'effluent dans le bassin. Mais jamais le niveau de l'effluent ne dépasse le niveau zéro du bassin. On maintient toujours le niveau de l'effluent dans le filtre à peu près 10-15 cm plus bas que le niveau où sont plantés les roseaux. De façon qu'on n'ait pas de plan d'eau qui pourra attirer peut-être des moustiques ou d'autres animaux. Voilà pour ceux que ça intéresse, donc les composts, je ne sais pas comment on appelle ça, les compostières ou autres, qui sont dans les sous-sols du bâtiment. Donc il y en a un par étage. Donc, vous voyez, il y a le premier, puis le deuxième. Et puis chaque propriétaire, sauf erreur, est responsable de l'entretien et de la gestion, enfin, dans le cadre de la coopérative, de son traitement. Mais ça, moi, je ne me suis pas du tout occupé. Hein, donc, c'est une autre personne qui s'occupe de ce genre d'installation. Moi, je ne suis pas du tout au fait de cette... Et puis, dernier exemple, donc, qui est en cours actuellement. On a partiellement fini, enfin, oui, au mois de décembre. Donc, à Genève, il y a... vous connaissez les problèmes de place qu'il y a, quoi, donc il faut construire. Alors les jardins familiaux qui se trouvaient tout près, qui se trouvaient de plus en plus dans l'agglomération, le canton de Genève a décidé de les sortir des habitations et puis d'en créer deux autres à Vernier, ici, et puis un autre à Plan-les-Ouates. Et puis c'est le même bureau d'architectes qui s'occupe de ça. Donc ils ont ici 120 ou 140, je ne sais plus, jardins. Et puis ces jardins, donc au centre de ces jardins, il y a un bâtiment qui sert pour les locataires. Donc il y a une salle de réunion, il y a une cuisine, il y a des toilettes, il y a des douches qui sont accessibles par toutes les personnes qui utilisent qui louent les jardins. Et puis, ils ont mis pour tout ce qui est toilettes, aussi des toilettes sèches. Et puis, les eaux qui sont générées par la cuisine, par les douches et par d'autres points d'eau, donc sont traitées dans une installation de phytoépuration. Et puis, ils partent ensuite au ruisseau qui est à côté. Je crois même qu'ici, ils ont envoyé les rejets dans un fossé qu'ils ont créé en bord de parcelle. Voilà, donc vous avez vu qu'avant, là, ils étaient en train de souder autour du tuyau d'arrivée des eaux, voilà, ici. Donc ça, c'est le drain de distribution, si on peut dire, qui répartit l'eau sur les effluents sur toute la largeur du filtre. Ensuite, ça traverse le filtre et puis c'est récolté à la sortie. Voilà, et puis maintenant quelques diapositives donc sur le traitement des boues d'épuration dont on parlera un peu plus précisément après avec Madame Thévenard. Voilà donc le traitement des boues. Donc vous voyez que là aussi on parle de petites installations inférieures à 5000 équivalents habitants parce qu'on traite il faut tout de suite des dizaines, des centaines de mètres carrés suivant les installations et on sait chez nous le prix du mètre carré, donc il n'est pas question de faire des installations qui font des hectares comme vous verrez rapidement après.
Hein, donc ici, vous voyez qu'au Danemark, par exemple, on a des installations pour 125 000 équivalents habitants. C'est 6 hectares, plus de 6 hectares de roseaux. Donc, vous voyez que chez nous, c'est inconcevable ce genre d'installation. Voilà. Donc nous, on se limite à des petites installations comme on a réalisé dans le cadre de Fier ou d'autres endroits. Et puis actuellement, on voit qu'il y a une quantité de pays qui font ce genre d'installation. En France, pareil qu'ils en mettent à peu près une centaine en service chaque année. Tous les 3 jours, il y a une installation. Donc voilà, on reprend le même principe. Hein, donc je vais aller assez vite avec ces diapos. On fait des lits étanches, garnis de matériaux et puis plantés de roseaux. Alors les roseaux, bon, quelques spécificités du roseau. Donc évidemment, ce qui est important, c'est son système racinaire, hein, qui est extrêmement développé et qui colonise alors très rapidement le filtre où on a mis les matériaux. Et c'est là-dessus que va se créer tout ce qui est constitué la rhizosphère. C'est donc tout ce qui est biologique va être supporté soit sur les matériaux même du bassin, soit sur les roseaux. Donc on a plutôt tendance des fois à dire qu'on fait de l'épuration par les roseaux, mais en fait il faut plutôt dire que les roseaux créent des conditions pour de l'épuration. Donc là, voilà, donc les systèmes racinaires très développés. Évidemment, comme on leur ramène de l'eau, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, donc c'est des plantes qui boivent énormément de l'effluent qu'on amène. On estime qu'un plant de roseau, il lui faut à peu près 30 litres d'eau par jour en plein été, quoi. Vous voyez, donc vous pouvez l'en ramener, vous ne risquez pas de les noyer et puis de les faire crever parce qu'ils ont trop à boire. Donc voilà, croissance rapide. Donc comme je vous ai dit, au début on en plante dans le cadre des traitements d'éboues, on plante un plant de roseau au mètre carré, comme vous avez vu. On estime qu'au bout de 2 ans, il y en a 2 à 300 au mètre carré. Donc vous voyez que ça repousse, mais très très rapidement, ça se développe sans fin. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des bassins étanches, pour éviter que aussi ça se propage peut-être dans d'autres dans l'environnement. Voilà, sinon l'avantage aussi du roseau, ben, c'est qu'il sèche, hein. Vous avez tous vu la grande carissée, ben, tout sèche. Et puis le phénomène qui se passe, c'est que toutes les feuilles tombent et puis créent ce qu'on appelle un paillage, ce qui protège aussi la biologie l'hiver. Donc il y a quand même une biologie qui se développe et puis qui se maintient en hiver malgré le froid, parce qu'on a aussi par ce phénomène une protection du filtre. Et puis c'est des plantes indigènes, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller faire importer ces plantes d'un pays tropical ou je ne sais où pour s'en fournir. Voilà, donc le fonctionnement rapidement, bon, on alimente les filtres depuis le bassin soit le bassin d'aération, soit le stocker où on avait nos boues. Alors un schéma qui vous explique très bien le fonctionnement, le bassin, le filtre et les roseaux. On amène les boues liquides, elles sont récoltées par les drains qui sont prolongés pour permettre ensuite l'aération, puisque là l'effluent percole et s'évacue, donc la matière est piégée en surface, mais une fois que l'effluent, le liquide s'est évacué, l'air permet de circuler dans le fond du bassin par ces drains. Donc là on alimente le bassin donc pendant quelques années, la matière s'accumule et puis quand le bassin est quasiment plein, on le laisse au repos pendant à peu près une année. Là, du fait qu'on le laisse au repos, ça veut dire qu'on n'alimente plus le bassin, donc il n'y a plus d'eau qui vient dans le bassin. L'eau qui était s'évapore et on a une augmentation de la siccité qui nous permet ensuite de pouvoir le récolter avec des machines ou à la pelle et de pouvoir l'amener en incinération ou bien en compostage, parce qu'évidemment chaque pays traite ses boues différemment. Alors en France, ils ont un cahier des charges, et puis si les boues respectent ce cahier des charges, ils peuvent les remettre en agriculture, chose qui n'est pas possible sous nos contrées. Et puis ensuite, une fois qu'on a vidé le bassin,
on laisse repartir les roseaux et puis on est bon pour encore quelques années. Voilà, donc là on parle aussi de à peu près 3 équivalents habitants par mètre carré. On conseille 2 lits au minimum. Là, donc là on n'a pas de système d'étage avec plusieurs bassins et on travaille en circuit fermé, c'est-à-dire que les boues qu'on amène dans les bassins, les percolats donc qui sont récupérés au fond des filtres, retournent à la station d'épuration. Il n'y a pas de rejet dans un récepteur naturel. Et puis, nous, on conçoit des bassins avec 1,50 m de profondeur. On estime qu'on a à peu près 15 cm de boue qui s'accumule chaque année. Donc, on peut penser qu'au bout de peut-être 7 ans, 8 ans, ben, on peut commencer à mettre un premier bassin hors service et puis le récolter. Donc là, la structure du bassin, la géomembrane pour rendre étanche le bassin, des drains au fond, la conception des matériaux, donc on met du gravier, du 20-40 mm, on mettait à l'époque, aux premières installations, un géotextile, mais suite à des problèmes de colmatage, maintenant on met du gravier fin, on met un substrat qui est constitué de ces matériaux plus de la terre végétale, et puis on vient mettre les roseaux à l'intérieur. Donc là, on a une petite partie délicate qui est au début de l'alimentation, puisqu'il ne faut pas trop charger le bassin pour ne pas le colmater dès le départ. Donc, on fait une alimentation progressive du bassin. Ces bassins, ils sont alimentés alternativement, donc on en a aussi 3 ou 4 ou 2, suivant la taille de l'installation. Et puis chaque semaine, on alimente un bassin, ce qui permet aux autres bassins de se reposer et puis à la matière de sécher. Voilà, alors il y a différents systèmes de vidange des bassins. On peut le faire à la machine comme ça, avec un godet tranchant. On peut aussi le faire avec un godet, une pelleteuse ou autre. Ça, c'est fonction des lieux. Donc ce qu'on sort, voilà, on estime que c'est 40-45%. Alors, ça dépend aussi du temps qu'on a laissé reposer le bassin. On a un matériau qui est inodore, d'aspect de compost, bon, qui est intéressant, ça, ne pas trop voir chez nous, et puis il n'y a pas de résidus chimiques, puisque les boues sont traitées sans floculants ou sans polymères pour les épaissir. On les prend telles qu'elles sont dans la station, dans le stocker, parce que c'est là qu'on les prend. Exceptionnellement pas à Fier, puisque à Fier on les prend directement dans les bassins d'aération, qui est la seule installation que je connaisse qui fonctionne selon ce système. Ensuite, les coûts, c'est pas trop technique, mais du fait qu'on a un système qui peut être très bien fonctionné gravitairement ou quasi-gravitairement, donc il y a très peu d'entretien pour le système. Si on a la chance d'avoir des bassins qu'on peut mettre dans un terrain en pente, eh bien, tout ça peut fonctionner gravitairement et on a très peu d'énergie, peu de main-d'œuvre, enfin peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et puis on n'a pas non plus de produits réactifs qu'on retrouve dans les boues. Voilà, donc c'est une conclusion rapide sur tout ce qu'on vient de voir. Donc très peu de transport, parce qu'évidemment on rentabilise au maximum la siccité des boues, donc là on a aussi un gain, on l'a dit. Bon, c'est une solution à long terme, puisqu'on a vu que le bassin, une fois qu'on l'avait vidé, on pouvait le réutiliser encore pour un cycle suivant de 7, 8 ou 10 ans. Donc il n'y a pas de limite d'utilisation du bassin s'il est correctement entretenu. Voilà un bassin, enfin une installation avec 3 bassins. Donc en rouge, l'arrivée des boues, et puis en bleu, le retour à la steppe. Donc ça, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais plus où c'est ça, comme installation. Voilà un autre type d'installation. Donc là, un schéma du bassin. Et puis quelques images, donc ça pour ceux qui sont à tiers-rang, pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez quelques étapes de construction dans le terrassement. Ensuite
on fait les bassins. On met les tuyaux d'amener et les tuyaux de retour, l'étanchéité du bassin. Donc quand on fait des bassins pour les privés, pour une d'épuration, c'est exactement le même principe, hein, sauf que c'est à dimension plus réduite parce qu'il y a beaucoup moins évidemment d'effluents à traiter. Vous voyez ici les drains de récupération, là on met les matériaux, la terre, et puis ensuite la dernière étape, la plantation des roseaux, et puis la mise en service des boues. Vous voyez quoi, alors ça c'est quelques mois après, on voit déjà mieux les roseaux, et ça c'est une année après, 2009-2010. Donc là ils ne sont non plus pas encore arrivés à terme, mais on voit déjà la différence. Voilà une installation pour vous donner une idée de ce qu'on fait par exemple au Danemark, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est 6 hectares de roseaux avec 12 ou 13 bassins, mais là, un traitement des eaux usées classique avec une station d'épuration, je pense à la Boutivé. Voilà une autre installation aussi, donc là c'est un peu moins grand, hein, c'est 8 bassins, vous voyez que voilà. Donc ici, ils avaient déjà mis une éolienne pour produire l'énergie de la steppe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. L'hiver, vous avez dit que ça marchait quand même si les roseaux... Oui, parce qu'il y a toujours une biologie qui reste à l'intérieur. Donc il y a toujours une évolution de l'effluent d'un bout à l'autre du bassin. Alors il y a peut-être un rendement un peu moins bon, mais il y a toujours une épuration qui s'effectue. Ça on a constaté que de par la masse qu'on a dans le bassin, il y a une épuration qui continue à être effective. Du point de vue administratif, il n'y a aucun problème par rapport au système traditionnel. Alors, administratif, donc si vous prenez le classeur de la VSA, ce qu'on appelle, hein, l'association des professionnels de l'épuration de l'eau, il y a tout un catalogue de fiches, et chaque fiche décrit un type d'installation. Alors ça peut être des lits de sable enterrés, ça peut être d'autres systèmes, donc des mini-stations d'épuration aussi, donc tout ce qui est plus classique. Et il y a aussi le système de traitement de phytoépuration qui est décrit. Donc c'est un système qui est reconnu par la VSA, puisqu'il donne des informations techniques sur la mise en place de ce genre d'installation. Alors, c'est clair qu'on ne parlait pas de ce type d'installation il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les consciences évoluent et puis on a affaire à des gens, je pense qu'il y en a parmi vous, qui voient les choses différentes que le raccordement. Alors, le problème qu'on a, entre guillemets, c'est que l'administration, son cheval de bataille, c'est qu'il faut raccorder le maximum. Alors, si vous me dites, moi je veux faire ça, dans ma villa, dans mon lotissement, c'est cuit d'avance, hein, je vous dis. Par contre, si vous êtes à 200 ou 300 mètres du réseau d'épuration du village, là, il y a matière à discussion, puisque quand on fait une analyse en fonction des coûts que ça représente pour vous raccorder, le coût de votre installation, enfin, il y a plusieurs critères qui prennent en compte, mais on arrive à faire ce genre d'installation, parce que vous avez vu qu'à Riez, par exemple, on a fait ce type d'installation. Alors peut-être qu'il faut insister un peu, mais on arrive à faire ce type d'installation. À Moran aussi. À Moran, techniquement, il pouvait se raccorder. Le problème, c'est qu'il était 300-400 mètres du réseau d'assainissement communal. Et puis, c'était exclu pour lui d'aller se raccorder là, jusque là. Donc, il est venu avec un dossier, des plans, des arguments. Et puis, voilà, il a obtenu son permis de construire. Tant mieux, je connais les cas où les propriétaires ont tiré plus que 400 mètres de tuyaux.
tout ça. Oui, mais parce que peut-être les gens obéissent naïvement au canton, disent non, vous allez vous raccorder, bon ben voilà, mettez 80 000 francs, puis vous allez vous raccorder, quoi. Voilà, puis toutes les années, vous payez une taxe d'épuration, puisque si vous êtes raccordé, donc vous utilisez des canalisations, donc vous avez des taxes d'entretien de canalisation, puis vous avez des taxes d'épuration pour l'exploitation de la station d'épuration, comme dans tout village. Donc c'est pas forcément... Il y a même... Au niveau phosphore, comment ça se passe? Et puis micropolluants, bon, les micropolluants c'est autre chose, mais au niveau phosphore, le phosphore on met de la porte ferrique dans les steppes, piège les phosphore, mais là... Non, alors là on n'a pas ce phénomène. C'est pour ça qu'on fait le système, enfin, moi personnellement je préconise le système à écoulement horizontal en deuxième étage, parce qu'on s'est rendu compte que dans ce système où on a une masse continue d'eau qui circule dans ce truc, on a un meilleur traitement du phosphore à la sortie. Donc on obtient des valeurs tout à fait raisonnables et satisfaisantes sur le phosphore à la sortie. Donc il y a des contrôles à la sortie qui sont comme ça. N'importe quel traitement d'épuration, vous avez des valeurs à respecter dans la loi à la sortie. Si vous ne les respectez pas, le canton vous impose de prendre les mesures qu'il faut pour arriver à les respecter. Il ne s'agit pas de dire bon ben on le fait, ça marche pas. Non, alors là tu restes dans la loi, je crois que le propriétaire, enfin, c'est la vérité, mais doit faire une fois par année une analyse un échantillonnage des rejets. C'était des questions un peu analogues, mais alors je vais en trouver une autre du coup. Donc pour avoir un peu un ordre de grandeur, cette installation, par exemple à Rie et Grand-Vaux, ça présente un investissement combien pour le privé qui veut faire sa démarche, pas juste pour... Là, alors, bon, qu'est-ce que... Grand-Vaux, donc, il a fait tout ce qui était terrassement. Il a pris ça dans sa part, lui, pour l'aspect génie civil, terrassement. Moi, j'ai fait qu'une partie, j'ai fait le dimensionnement, j'ai fait les plans pour son dossier de mise à l'enquête. Et je crois qu'entre l'étanchéité, je crois que ça tourne autour des 15 000 francs, quelque chose comme ça, pour deux grandes. Ouais, je crois que c'est ça. 15-20 000 francs, je dirais, pour prendre peut-être plus large. Est-ce qu'on passe au cas pratique, puis après on peut revenir aux questions avec le cas de tête de filet qui illustre comment ça se passe pratiquement. J'ai toujours des questions pour revenir. Oui, justement, on peut revenir. Ça peut être plus une question pour M. Vignati. Je me demandais s'il y a eu des études qui ont été faites pour savoir ce que les roseaux absorbent comme polluants en fait. Oui, alors il y a eu des études en Suisse, à ma connaissance, moi j'en connais pas. Alors les études sont soit en allemand, que je ne maîtrise pas, soit en anglais, je maîtrise un peu mieux. Mais il y a eu des études de fait, alors si vous en voulez, je peux vous en trouver, si vous arrivez à bien maîtriser l'allemand ou l'anglais. Il y a eu des recherches pour améliorer le système, pour pouvoir diminuer les surfaces, parce que c'est ça le principal, entre guillemets, inconvénient, c'est qu'il faut de la place. Alors en France, il n'y a pas de souci, ils font ça à perte de vue. Mais chez nous, c'est le problème. Alors on serait tenté de dire on met 4 équivalents habitants pour diminuer un peu, mais il va arriver un moment, ça va pas avoir l'efficacité qu'on souhaite. Donc, Alors moi je peut-être réponds peut-être un peu différemment. Alors dans toutes les steppes, on fait 12 analyses à l'entrée et à la sortie par année. Donc c'est une tous les mois.
Donc, moi, j'avais demandé de faire un prélèvement pour la sortie des bassins d'oiseaux. Quand l'eau sort, comme on a vu dans le... Là, pour savoir par rapport à ce qu'on arrivait à piéger comme matériau par rapport à l'épuration traditionnelle. Et comme le fragmicompostage, apparemment, ça n'a pas d'intérêt chez nos messieurs du Sénat, qui s'appelle différemment maintenant, on a l'impression, c'est comme si je m'adressais à ce niveau-là, donc pour eux, la réponse pour moi, on n'a rien à faire pour le moment. Donc c'est un peu moins la réponse que j'ai cru entendre. Mais j'ai comme M. Linati, il n'y a pas de résultat concret.